Ça fait plus de 70 ans qu'elle existe. Elle a été adulée, critiquée, fantasmée. L'intelligence artificielle est désormais partout. Parce que l'intelligence artificielle, elle est déjà là dans la médecine par exemple. Et voici son histoire. Mais pour comprendre l'IA, on va revenir d'abord aux bases de l'informatique, et ça commence avec un homme qui va poser les fondations de tout ce qui va suivre. En 1936, le monde commence à s'approcher dangereusement vers la Deuxième Guerre mondiale, et pendant que le monde est en train de s'embraser, il y a une personne, du nom de Alan Turing, que vous avez sûrement entendu parler, qui sort Uncomputable Numbers, où il va décrire la machine de Turing. Ici, c'est un modèle théorique qui va définir ce qu'un ordi peut ou ne peut pas calculer, et ça va devenir la base théorique des ordinateurs modernes qu'on connaît aujourd'hui. De 1939 à 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, Turing et l'équipe de Bletchley Park vont casser le code Enigma, ce qui va accélérer les avancées de l'informatique. Et avec ces avancées, il y a une question qui commence à émerger. Est-ce que les ordinateurs, les machines, peuvent imiter le cerveau humain? Et c'est là que deux chercheurs vont commencer à poser les premières briques sur cette question. Warren McCulloch et Walter Pitts, en 1943, vont poser les bases d'un modèle mathématique d'un neurone artificiel inspiré du cerveau. Leur travail, c'est le premier à établir un lien direct entre le cerveau biologique et l'intelligence artificielle. Ça va ouvrir la voie au connexionnisme et au deep learning. Mais après, pour que ces modèles deviennent plus qu'une théorie, parce que c'est bien beau sur le papier, mais bon, sur la pratique c'est quand même plus sympa, il faut une chose essentielle, des ordinateurs capables d'exécuter des instructions de manière flexible. Mais à l'époque, c'est là que va intervenir un certain John von Neumann. En 1945, l'informatique va devenir programmable grâce à son concept d'architecture, et ça va être la clé pour l'IA future. Avec cette nouvelle manière d'organiser les machines, l'informatique devient programmable. Et rapidement, les premiers ordinateurs ils vont voir le jour. On a par exemple entre 1946 et 1955 l'ordinateur ENIAC, l'ordinateur UNIVAC encore, et de façon plus globale l'informatique programmable qui vont ouvrir la voie aux machines capables de stocker et d'exécuter des instructions complexes. Alors que maintenant que les machines peuvent exécuter des instructions, super, mais il y a une nouvelle question qui va apparaître. Est-ce qu'elles peuvent aussi penser? Et ça vous dit peut-être quelque chose, puisque Alan Turing il va proposer un test, pour le savoir, connu sous le nom de test de Turing. Grâce à ces avancées, à ces tests, à cette époque, on se demandait vraiment si la machine pouvait penser, maintenant qu'elle peut calculer. Le test de Turing, en fait, ça va imaginer une machine capable de simuler l'intelligence humaine, et ce test permet de voir est-ce qu'une machine peut tromper l'humain et faire croire qu'elle est humaine à son tour. Mais pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est toujours pas née actuellement. C'est encore les prémices, vraiment les bases, là c'est plutôt l'informatique qui est en train de naître. Et c'est qu'en 1956 qu'elle va officiellement entrer dans l'histoire. Puisqu'en 1956, on a la conférence de Dartmouth. Dartmouth. On va avoir dans cette conférence la naissance officielle du terme intelligence artificielle. L'objectif est clair, créer des machines capables de raisonner comme des humains. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait à l'époque, ils pensaient résoudre l'IA en quelques décennies et créer des véritables machines intelligentes en moins de 10 ans. Avec cette déclaration d'intention, les chercheurs ils vont se lancer dans la course, et très vite, un premier modèle d'apprentissage voit le jour, c'est le fameux perceptron en 1957 de Frank Rosenblatt. C'est littéralement le premier réseau de neurones artificiels fonctionnels. Alors il est capable d'apprendre et reconnaître des motifs assez simples, mais qui est révolutionnaire pour l'époque. Alors il va susciter beaucoup d'espoir sur le coup, et surtout beaucoup d'engouement. À cette époque, on parlait déjà de l'intelligence artificielle qui allait remplacer les emplois humains, que ça allait être une révolution dans les sociétés humaines, qu'on allait avoir des androïdes partout. Mais pour manipuler ces modèles, il faut un langage adapté. Et c'est ici qu'entre en jeu un outil qui deviendra un standard de l'IA, LISP. LISP, tout simple. En 1958, le langage de l'IA de John McCarthy, qui va devenir un standard pour l'IA, parce qu'il est conçu pour manipuler facilement des listes et des symboles. Il permet de manipuler du code comme des données. Et en IA, manipuler des données, c'est vraiment une fonctionnalité clé dans la programmation de celle-ci, parce que c'est grâce à ça qu'elle va apprendre notamment, et comprendre entre guillemets. Il va faciliter donc la création des programmes capables d'apprendre et de raisonner, et notamment avec les systèmes experts et les chatbots. Ah, vous allez me dire, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'un système expert? C'est un programme informatique qui va imiter le raisonnement d'un expert humain, dans un domaine précis, en utilisant une base de connaissances et un moteur d'inférence pour tirer des conclusions. Alors si vous n'avez pas compris comment ça marche, je vous fais un exemple rapide. Il va prendre des faits en entrée. Donc par exemple, le patient a de la fièvre et une toux. Il va appliquer des règles définies. Donc si le patient a de la fièvre plus de la toux, ça peut être potentiellement une grippe. Ensuite, il va enchaîner des règles simples pour arriver à une conclusion finale. S'il a la grippe, on va lui proposer un traitement. Il n'y a pas de neurones, il n'y a pas d'entraînement, voilà, tout le côté connexionnisme n'est pas présent actuellement. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all.
En plus, en parallèle de toutes ces évolutions, on a la popularisation des IA dans des films de science-fiction, par exemple avec HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, en 1968. L'intelligence artificielle commence à émerger quand même dans les sociétés. Et il y a une question qui va revenir dans les années 60, et si une machine pouvait interagir avec un humain? Et c'est exactement ce que va tester un certain Joseph Weizenbaum. De 1964 à 1966, il y a la construction d'Elisa, le fameux premier chatbot. C'est un programme capable de simuler une conversation en imitant un psychothérapeute, en utilisant un système expert. Alors ici, il n'y a pas réellement de compréhension, hein, ça vous l'avez compris, c'est vraiment, entre guillemets, de l'algorithme un peu plus avancé. Et ça va montrer que la machine, elle peut donner l'illusion de comprendre. Donc bon, jusqu'à un certain point, ça a passé un peu le test de Turing jusqu'à un certain point. Plus on parlait avec, plus on se rendait compte que c'était une machine. Mais pour l'époque, les premières discussions avec ce fameux chatbot, c'était assez révolutionnaire. Là, vous me dites, c'est super, l'IA, elle progresse à fond, c'est incroyable. Mais il y a une critique qui va mettre un sérieux coup d'arrêt au réseau de neurones, et donc à toute la branche connexionnisme de l'IA. C'est en 1969, on a la critique du perceptron de Marvin Minsky et Seymour Papert. Ils vont critiquer les perceptrons et ils vont montrer que c'est un réseau de neurones qui va être très limité pour cette époque et qui vont pas être réellement très performants. Et toute cette critique en fait va contribuer à un résultat assez triste, mais c'est un abandon temporaire du connexionnisme et c'est un début de l'hiver de l'IA. De 1970 à 1975, on a donc une grande désillusion face aux limites du perceptron et des promesses non tenues. On a donc moins de financement et ils mettent un peu tout ça dans le placard. Mais pendant que les réseaux neuronaux sont mis de côté, il y a une approche qui est en train de prendre l'ampleur, la logique. En 1972, il y a le prologue de Alain Kolmeier et de Robert Kowalski. Le prologue, c'est un langage qui va être basé sur la logique et qui va être énormément utilisé pour les systèmes experts. De 75 à 80, en fait, on va avoir un retour de l'IA, mais axé sur les systèmes experts. On va perdre tout ce côté apprentissage automatique, réseau de neurones artificiels, essayer de simuler l'intelligence humaine, de répliquer les neurones biologiques, mais artificiellement. On perd cet intérêt et on va se concentrer plutôt sur de la logique, sur de l'algorithmique plus avancée. Et on a notamment le MYCIN, le MYCIN, qui va être le premier système expert en médecine. L'IA va devenir utile pour pas mal de tâches spécifiques, comme le diagnostic médical, la finance, des aides à la décision. Et petit à petit, ces systèmes ils vont gagner du terrain, et dans les années 80, ils vont devenir un outil incontournable. On va avoir en 80 vraiment le boom des systèmes experts en entreprise. Mais donc ces systèmes experts, en fait, ils vont avoir un engouement assez énorme. On aura un soutien des gouvernements, des grandes entreprises. Et on a par exemple un développement d'un des projets qui est assez réputé, un projet japonais qui s'appelle Fifth Generation Computer System, FGCS, qui vont marquer vraiment cet âge d'or des systèmes experts. Mais alors que tout ça est en train d'évoluer, on a une autre approche qu'on croyait oublier qui va revenir en force. Les réseaux neuronaux. Ils n'ont pas fonctionné en 1960, mais c'est reparti, ils reviennent en fin des années 80, parce qu'il y a une technique qui change tout, qui va apparaître. Et cette technique, c'est Jeffrey Hinton et David Rumelhart et Ronald Williams qui vont sortir quelque chose d'assez révolutionnaire, l'algorithme de rétropropagation. Et ça va grandement améliorer l'apprentissage des réseaux de neurones. C'est un algorithme encore utilisé aujourd'hui, et c'est vraiment l'une des bases dans l'apprentissage de tout ce qui va être intelligence artificielle, principalement de deep learning avec les réseaux neuronaux évidemment. Alors ici on va avoir une petite espoir dans le connexionnisme, et on pense que l'IA, elle va enfin exploser. On se dit voilà, maintenant avec tout ça, on est en 1986, c'est parti, l'IA va apparaître au grand jour, l'évolution, let's go, on met l'IA partout, c'est parti, ChatGPT, bienvenue. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas, mais il y a une nouvelle désillusion qui va frapper, et ça va replonger dans le second hiver de l'IA, de 87 à 93. On a plus d'innovation, on a vraiment des désillusions. Donc on a deux désillusions. Donc premièrement, autour donc des réseaux neuronaux et du connexionnisme, on avait cette petite lueur d'espoir qui apparaissait grâce à l'algorithme de rétropropagation. Mais on remarque avec notamment le manque d'ordinateurs puissants, donc la puissance computationnelle qu'on n'a pas, le manque de données. Bref, pas mal de petites choses un peu embêtantes quand même qui sont aujourd'hui la base de l'IA. Ça, vous y attendez peut-être pas. Mais on a une désillusion autour des systèmes experts. Et oui, les fameux, parce que je vous ai dit, c'est une âge d'or, tout le monde les utilisait en 80, c'était waouh, the révolution. Mais en fait, les gens se rendent compte que les systèmes experts, déjà, c'est trop coûteux, c'est très rigide et c'est peu évolutif. Bah oui, parce qu'ici, en fait, il n'y a pas de logique d'apprentissage, il n'y a pas de côté évolutif. Ici, c'est vraiment de l'algorithmique un peu plus avancé, mais c'est voilà, et s'il y a un problème, alors tu fais ça, sinon tu fais ça, sinon tu fais ça, bref. Donc il y a vraiment une fin des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, déjà des réseaux de neurones, bien sûr, mais aussi même des systèmes experts et donc de l'algorithme un peu plus avancé. Mais pourtant, en arrière-plan de tout ça, de cette désillusion, de cet hiver, en 1990, il y a quelque chose de majeur qui est en train d'émerger. Un petit truc, un petit truc, voilà, pas très connu, je balance, c'est pas très connu. Ça s'appelle Internet. Et avec lui, l'essor des algorithmes.
Si bien qu'en 1998, on a Google qui a été fondé, et qui d'ailleurs a commencé à utiliser des algos avancés de recherche, ce qui va préparer le terrain pour le machine learning. Et en parallèle, on va avoir un événement qui va marquer les esprits. On va avoir une IA qui va battre le champion du monde des échecs. En 1997, on a la victoire de Deep Blue contre Garry Kasparov, la fameuse machine d'IBM qui va le battre. Donc qu'est-ce que c'est rapidement? En fait, c'est juste un super ordinateur qui va battre le champion du monde d'échecs. Voilà, c'est juste ça, c'est quand même pas mal. Et ça va montrer donc la puissance des algorithmes spécialisés. Et cette victoire, ça va être vraiment que le début. Parce qu'avec l'explosion des données, l'explosion d'Internet, donc, il y a vraiment une nouvelle révolution qui va commencer à s'annoncer. Début des années 2000, on va avoir la démocratisation d'Internet. Avec ça, on va voir la montée en puissance du big data et des algos d'apprentissage. Parce que bon, maintenant qu'on a Internet, super, on commence à avoir plein de données. Et aussi en parallèle, on a l'évolution des ordinateurs qui commencent à devenir de plus en plus puissants. Et tout ça va commencer à faire naître l'apprentissage statistique et le machine learning. En 2006, on a Geoffrey Hinton. Il va essayer de relancer aussi le deep learning en parallèle en montrant l'efficacité des réseaux neurones profonds. Et maintenant qu'on commence à avoir les données et surtout la technologie pour maintenir les entraînements, ça commence à porter un peu ses fruits. Et c'est là que rapidement, en fait, les avancées ils vont se concrétiser. On va avoir notamment une IA capable de répondre à des questions complexes. En 2011, avec IBM Watson, il va battre des humains à Jeopardy, qui est un jeu télévisé. Mais après 2011, l'année qui va venir, c'est 2012, merci, voilà, non je sais, voilà, je suis un peu fort en mathématiques. 2012, ça va vraiment tout changer, c'est parce que c'est bien le début d'un nouveau tournant pour l'IA, c'est qu'il y a la naissance d'AlexNet. Et AlexNet, ça va révolutionner la vision par ordinateur. On a les CNN, donc les réseaux de neurones convolutionnels, qui vont littéralement tout exploser. Ils vont gagner un concours de reconnaissance d'image. Ça va montrer en fait une certaine capacité maintenant à voir l'IA, entre guillemets, la branche de l'IA, du deep learning, à des réseaux qui permettent de voir maintenant. Yann Lequin, un Français qui a largement contribué à cette évolution. Et ça va montrer la puissance donc du deep learning et notamment avec les GPU, parce qu'on va commencer aussi à utiliser les GPU sur les réseaux de neurones, ce qui va décupler la puissance. Et cette percée, elle va pas concerner en fait que la reconnaissance d'image. Voilà, je vous ai menti, je suis désolé. C'est qu'en fait, bientôt, l'IA, elle va être capable de créer. En fait, en 2014, 2 ans plus tard, on a les GAN qui vont naître. Les réseaux antagonistes génératifs, en bon français, qui vont permettre de générer des images assez réalistes. Bon, on n'est pas encore sur du Stable Diffusion, du mid-journée qu'on connaît aujourd'hui. Et créer, bon, c'est une chose. Mais est-ce qu'elle peut surpasser l'humain dans des jeux de stratégie complexes? Et bien la réponse, on va la voir en 2016 avec AlphaGo de DeepMind qui va battre le champion du monde de Go. Et on va voir une première IA donc capable de battre un humain dans un jeu aussi difficile techniquement. Bon, l'IA elle a prouvé sa puissance dans le jeu, super, elle peut voir, bon, super, mais est-ce qu'elle peut comprendre et générer du langage avec une fluidité vraiment inégalée, comme un humain? Ouais, c'est une autre question qui, un an plus tard, va apparaître aussi et va encore sauter une nouvelle barrière, puisqu'on a la naissance, en 2017, des Transformers. Et non, c'est pas les voitures qui se transforment en robots, hein, attention, de Vazani et d'autres chercheurs, ils vont sortir Attention is all you need. Et ils vont sortir donc les premiers Transformers qui se basent donc sur une architecture avec un mécanisme d'attention. Et ça va être une révolution, puisque on va avoir des nouveaux modèles d'IA basés sur cette architecture qui vont révolutionner le traitement du langage naturel et pouvoir générer et comprendre du texte avec un certain contexte, avec cette idée d'attention et cette rétention d'informations dans les phrases. Cette révolution, elle va ouvrir en fait la voie à des IA encore plus sophistiquées, qui vont être capables de comprendre le contexte d'un texte. Et c'est pour ça qu'en 2018, on a Google qui va lancer BERT. C'est un modèle qui va améliorer la compréhension du texte et qui va marquer une avancée majeure dans le traitement du langage naturel. Et c'est justement cette technologie qui va aboutir à l'un des modèles les plus impressionnants qui a jamais été créé. C'est 2020, GPT-3 et les modèles massifs qui vont sortir avec. L'IA elle va atteindre un nouveau niveau parce qu'elle va pouvoir générer du texte naturel et surtout répondre à des gens, coder à une moindre mesure, parler, écrire des poèmes, et surtout tout le monde peut l'utiliser. Et donc on va avoir après 2022 GPT 3.5 notamment et la démocratisation donc de l'IA qu'on connaît aujourd'hui. Et après vous la connaissez la suite je pense, 2023-2024 on a GPT-4, Gemini, Claude. On va avoir vraiment l'IA générative avancée qui va apparaître. On va avoir des IA donc capables de générer des images de très bonne qualité. On a même des IA capables de générer des vidéos comme Sora par exemple. Et on va avoir une intégration donc massive dans les sociétés qu'on connaît aujourd'hui, travail, éducation. Et en fait, on remarque que en un peu plus de 70 ans, l'intelligence artificielle elle est littéralement passée d'un simple concept à une révolution qui va redéfinir notre monde. D'abord symbolique, puis après logique, ensuite statistique, et aujourd'hui générative. Elle a traversé des vagues d'euphorie, des doutes, mais à chaque fois elle est revenue plus puissante. Et aujourd'hui, elle n'est pas seulement un outil, mais elle est véritablement une force de transformation capable de rivaliser avec l'intelligence humaine sur de nombreux terrains. Mais une question demeure, est-ce qu'on est prêt? Parce que l'IA c'est une avancée prometteuse,
mais aussi prometteuse que périlleuse. Entre progrès fulgurants et risques incontrôlés, elle nous place face à une responsabilité inédite dans l'histoire de l'humanité. Tim O'Reilly a dit « La technologie est un outil, ce qui compte c'est ce que nous en faisons ». Alors en tant qu'espèce, sommes-nous prêts à manier une telle puissance? Avons-nous la sagesse nécessaire pour guider son évolution sans nous laisser dépasser? L'avenir de l'IA, au final, elle dépend pas seulement de ses capacités et de la prouesse technologie et de son évolution, elle dépend surtout de ce que nous choisirons d'en faire. Et ça dépend seulement de nous. Now, AI is a great thing, because AI will solve all the problems that we have today. But it will also create new problems. This morning, a warning about the power of artificial intelligence. The problem of fake news is going to be 1,000,000 times worse. More than 1,300 tech industry leaders, researchers, and others are now asking for a pause Cyber attacks will become much more extreme. in the development of artificial intelligence We will have totally automated AI weapons. to consider the risks. I think AI has the potential to create infinitely stable dictatorships. The future is going to be good for the AIs regardless. It would be nice if it were good for humans as well.